je vais vous présenter aujourd'hui un article que nous avons publié récemment dans la revue américaine Environmental Science and Policy et dont j'ai écrit le titre ici en anglais, que je vais traduire en français. Donc en français, ce serait « Pourquoi est-ce que le GIEC devrait évoluer pour s'adapter à l'évolution de la demande d'expertise suite à l'accord de Paris, ou en tout cas telle qu'elle a été entérinée avec l'accord de Paris ». Donc c'est un article que nous avons rédigé avec Michel Lang, Paul-Henri Bourrelier et François Valérian. Ma présentation va s'articuler en plusieurs points. Premièrement, je vais vous présenter notre démarche, comment nous avons travaillé, notamment la démarche du conseil scientifique de la FPCN. Donc pour ce qui est de notre démarche, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le conseil scientifique de la FPCN. Si ce n'est pas le cas, je vais rappeler en quelques mots. C'est un conseil qui est constitué d'experts issus de différents horizons disciplinaires, donc des chercheurs de différentes disciplines, géographie, géophysique, sciences humaines, psychologie, droit de l'environnement, etc. et de spécialistes de l'action publique, de personnes qui ont travaillé ou qui travaillent dans les différents ministères sur cette question des risques environnementaux. L'enjeu, c'est vraiment de travailler sur cette articulation entre la science d'un côté et l'action publique et comment aider à une amélioration des politiques publiques sur la question des risques. Donc de fait, les membres du Conseil s'intéressent très activement à la question d'expertise. Ils sont au cœur de cette question et c'est tout naturellement qu'ils se sont penchés dès la création du Conseil sur la question d'expertise du GIEC, puisqu'il s'agit d'une expérience pionnière et tout à fait incontournable d'une expertise à une échelle mondiale, internationale et avec des implications qui nous concernent tous en tant que citoyens, avec de très grandes discussions dans les médias, une mobilisation citoyenne, des enjeux politiques sans précédent. Et puis c'est également un objet d'étude quand on s'intéresse à l'expertise particulièrement intéressant puisqu'elle montre bien la complexité de cette interaction entre science et action publique. La publication de cet article a été l'occasion également pour nous de mettre en avant la méthode de travail du Conseil qui est une méthode originale structurellement, j'ai envie de dire, puisque le Conseil est pluridisciplinaire, ce qui invite à réfléchir un petit peu hors des frontières, et ce qui est rare, notamment dans le monde académique. Original aussi parce que la FPCN est un réseau de professionnels du risque et qu'on a la possibilité d'organiser ce genre de conférence-débat, ce qui permet d'ouvrir et de confronter les points de vue des experts avec d'autres points de vue et de nourrir la réflexion. Donc on a mis également ça en avant dans le cadre de ce travail. À l'origine de cet article, plus particulièrement, la publication du 5e rapport du GIEC. À cette occasion, les membres du CS se sont dit qu'il serait intéressant de s'interroger sur l'évolution de l'expertise, sur la manière dont l'expertise s'organisait, de faire un point et de voir si cette organisation de l'expertise était en adéquation avec l'évolution de la demande d'expertise et du contexte géopolitique tel que lui changeait. Donc nous avons procédé en différentes étapes. Premier point, nous avons réalisé des entretiens auprès des experts français ayant participé à l'expertise GIEC et auprès du point focal français, donc de l'ONERC, et du point focal précédent également. Nous avons réalisé une revue de la littérature académique, mais également de la littérature dite grise, qui est particulièrement importante sur cette question-là. Et puis, nous avons réalisé un premier rapport de synthèse sur la méthodologie du GIEC, ce qui nous a permis de mettre en débat cette question lors d'une journée réalisée en juin 2014, et lors de laquelle nous avons pu identifier des points sur lesquels nous voulions revenir plus précisément, et notamment grâce à l'intervention d'un public diversifié. Et nous avons enfin réalisé 5 journées différentes qui nous ont permis à chaque fois de produire une réflexion analytique sur différentes questions et de la mettre en débat avec un public relativement varié. Donc voilà, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc présentation générale du GIEC, je vais être rapide. Disons qu'il est toujours intéressant de resituer l'expertise dans son contexte historique. Je vous ai mis ici une figure qui a été proposée par John Zillman, qui était président de l'OMM,
et qui rappelait bien que l'émergence de la question climatique était à dater des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, avec à la fois des progrès des sciences de l'atmosphère qui ont permis de mieux comprendre le système climatique, des progrès de l'informatique qui ont permis de réaliser les premières modélisations, la capacité d'observer la planète par satellite, l'organisation également à l'échelle internationale de l'année de la géophysique qui ont permis de nouvelles mesures, notamment du CO2 à Mauna-Loa, et enfin un contexte géopolitique particulier avec des pays qui, malgré la guerre froide, avaient la volonté de coopérer sur des sujets, et notamment les sujets environnementaux. Je vous passe le détail de cette évolution. Disons que ce qui est intéressant ici, c'est que Zillman distingue vraiment la dimension recherche-observation et la dimension politique, en montrant bien que le GIEC résulte de la conjonction de ses intérêts, de la rencontre entre, d'un côté, un groupe scientifique déjà bien structuré autour de cette question du climat. Il faut se rappeler que l'OMM a été créée à la fin du XIXe siècle, donc c'est pas une question récente, et d'un groupe politique prêt à relayer ces préoccupations concernant le climat. Donc la conférence de Toronto a donné lieu à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992, qui était le premier cadre intergouvernemental qui permettait de mettre en place ces politiques climatiques et qui a donné ensuite lieu à l'ensemble des conférences des parties dont nous allons discuter, notamment discuterons de la COP21. Pour ce qui est de l'organisation pratique de l'expertise, donc l'expertise est sous le patronage de l'OMM et du Programme pour le développement de l'ONU. Serge Planton nous rappelait qu'une assemblée générale contenant des représentants des différents pays membres se réunissait tous les ans. Un bureau d'environ une trentaine de membres qui est composé du bureau de chacun des 3 groupes de travail. Ces 3 groupes de travail, le premier étant spécialisé sur vraiment les sciences physiques du climat, le deuxième sur la question des impacts de l'adaptation et des vulnérabilités, et le troisième sur l'atténuation du changement climatique, avec 2 équipes spéciales, donc une équipe spéciale dédiée à l'inventaire à la réalisation des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre, et une équipe plus récente qui est dédiée à la question des données et de l'interopérabilité de ces données notamment, et à la question des scénarios. Le GIEC produit effectivement donc, des rapports d'évaluation, des rapports spéciaux, des documents techniques et des rapports méthodologiques, je ne vais pas y revenir. Les rapports d'évaluation sont constitués de plusieurs documents. Donc le document principal, c'est l'Assessment Report, le rapport scientifique, qui est constitué de plusieurs milliers de pages, donc qui est particulièrement délicat à digérer, notamment lorsqu'on veut s'adresser à un public varié, c'est une question qui se pose. Ces assessment reports sont secondés par une synthesis report, donc c'est un rapport de synthèse qui lui fait la compilation des résultats obtenus dans les 3 gros rapports de chacun des groupes de travail, qui est plus accessible en termes de taille, c'est-à-dire qu'il y a une discussion section par section en assemblée plénière et une adoption par l'assemblée. Les SPM, eux, sont approuvés, ils sont discutés et approuvés ligne à ligne en assemblée plénière, ce qui donne lieu à d'âpres négociations et qui a donné lieu à notamment certaines controverses lors de l'AR5. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la réalisation de ces rapports, l'Assemblée plénière va élire les membres du bureau, le bureau qui est constitué donc du bureau de chacun des groupes de travail, c'est important quand on réfléchit à la composition disciplinaire notamment du bureau, et qui doit également représenter les différentes pays parties prenantes. Eux vont décider, va être planifié le plan, la structure générale des rapports. L'Assemblée générale va approuver ce plan et ensuite on va avoir un processus de désignation des experts. Ces experts scientifiques
principalement, donc sont choisis en fonction de leur expertise. On prend également en compte des critères de représentativité, qu'il s'agisse de la représentativité géopolitique, les différents pays devant être représentés, de la parité, de la question de la balance des âges, également au sein de l'expertise. On distingue 3 rôles pour ces experts. Le rôle de membre du bureau, donc ce sont vraiment les membres du GIEC à part entière, cette trentaine de membres qui vont coordonner l'ensemble, chapeauter l'ensemble du processus de rédaction des rapports, l'ensemble de l'expertise, et dont le rôle est vraiment clé. Ensuite, les auteurs et les relecteurs. Les auteurs se distribuent en auteurs principaux, en auteurs coordinateurs et en auteurs contributeurs. Les auteurs principaux vont être responsables de la rédaction de sections du rapport relativement spécifiques. Les coordinateurs vont être responsables de la mise en cohérence de ces différentes sections et les contributeurs vont être beaucoup moins responsables de petites choses, donc un morceau de texte, un graphique, de choses beaucoup plus proches de leur expertise singulière. J'insiste là-dessus puisqu'on se rend bien compte que finalement, même si énormément de personnes contribuent à la rédaction de ces rapports, in fine, les choix sont réalisés par un petit nombre de personnes et c'est inévitable, on ne voit pas comment on pourrait produire un rapport d'expertise sans à un moment donné être finalement assez peu nombreux à prendre des grandes décisions. Relecteurs, du côté des relecteurs, on distingue les expert reviewers qui sont très nombreux et les review editors qui ont un rôle particulièrement important puisque eux s'assurent que l'ensemble des critiques qui sont faites par ces reviewers est bien pris en compte dans l'élaboration des rapports. Donc une fois qu'on a bien identifié les différents rôles des experts, une première version du rapport est réalisée, une version brouillon qui donne lieu à une révision informelle principalement par la communauté scientifique. Une seconde version est réalisée ensuite qui va faire l'épreuve d'une révision plus systématique par des experts désignés par les membres du bureau, sur des listes proposées par les gouvernements, mais également experts choisis dans la communauté scientifique plus large pour leur expertise. Une deuxième version va ensuite être réalisée, qui va être à la fois revue par la communauté scientifique et revue par les gouvernements. Ensuite, on a la réalisation du Summary for Policymakers, qui fait l'objet de discussions plus âpres. Et enfin, on a le passage à l'Assemblée générale, lors de laquelle le rapport va être accepté et le SPM va être approuvé. C'est le bureau qui s'occupe de réaliser le rapport de synthèse générale à l'issue de l'ensemble de l'expertise lorsque les 3 groupes ont remis leurs travaux. Donc les limites, non pas seulement telles que nous les avons identifiées, mais telles que, au gré de notre travail de compilation de littérature et au gré des entretiens, nous avons pu les identifier. Un rappel bref d'abord de l'évolution du contexte de l'expertise, c'est ce que nous a présenté Serge Planton tout à l'heure. Donc ici vous avez une figure qui représente l'ensemble des COP au cours du temps. Les grandes étapes de la négociation sont d'abord le protocole de Kyoto qui fixait, pour lequel les pays développés se sont engagés à réduire leurs émissions de 5%, mais qui a été particulièrement difficile à mettre en œuvre et ce qui a donné lieu à un changement de stratégie, disons, dans les négociations. On note également l'émergence de la question de l'adaptation au cours du temps, et notamment avec la COP de Bali en 2007. Et c'est l'ensemble de ces évolutions qui ont donné lieu à, disons, un remaniement progressif de la stratégie du NFCC, et qui finalement a été entériné au moment de l'accord de Paris, avec une approche non plus descendante telle que c'était le cas avant, mais plutôt une approche fondée sur la mobilisation des acteurs non étatiques et l'engagement volontaire des différents pays à réduire leurs émissions. Donc l'accord de Paris a entériné un changement de stratégie. Il a entériné un objectif ambitieux, maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien au-dessous de 2 degrés de réchauffement par rapport au niveau de la période pré-industrielle et poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré.
dans une logique de responsabilité de chaque pays, laisser à chaque État décider de l'effort dont il est capable. Les efforts sont variables en fonction des États, mais avec une contrainte de révision tous les 5 ans. La prochaine étape est en 2020. Donc pour vous donner un exemple, la Dominique, par exemple, propose une réduction de 73% de ses émissions de CO2 d'ici 2030. Le Qatar, quant à lui, plus gros émetteur par habitant, s'engage à n'augmenter que de 2% d'ici 2030. Donc on voit bien la variabilité de cette logique de responsabilité et de la contribution de chaque État. L'accord met en outre l'accent sur l'importance de l'adaptation et sur le rôle de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités sous-nationales. Les commentaires qui ont été faits sur cet accord de Paris sont les suivants. Donc un accord historique, certes, mais fondé sur un droit mou, par Stéphane Acut, un accord également dont les résultats ne sont pas garantis si on ne l'accompagne pas. Donc évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'accompagnement. Et notamment, les parties ne sont pas dupes, évidemment, puisqu'elles soulignent en préambule, je cite, le besoin urgent de traiter le fossé significatif entre leurs engagements actuels de réduction des émissions d'ici à 2020 et l'objectif fixé de contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Pour la petite note, on a environ un réchauffement de 3 degrés à l'échéance du siècle avec les niveaux d'engagement tels qu'ils ont été déclarés actuellement. Donc ce changement de stratégie, donc progressif mais acté par l'accord de Paris, pose de nouvelles questions, parmi lesquelles, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, va-t-on vers une reconfiguration des modalités d'interaction entre les différents acteurs et les échelles de gouvernance? Dans ce cas, quelle est la place de la recherche et de l'expertise dans cette reconfiguration des interactions? Et quelle est la place du GIEC? Ensuite, comment rendre efficace et mesurer l'efficacité d'une action qui est distribuée entre une multitude d'acteurs à une pluralité d'échelles et selon une logique bottom-up. Donc, si on prend juste l'exemple de l'évaluation des engagements qui sont contenus dans les INDC, la mesure des réalisations effectives des pays est extrêmement complexe dans les faits et pose tout un tas de questions. Pour ce qui est de l'évolution du contexte de l'expertise du GIEC en lui-même, donc Serge Planton nous a rappelé le mandat initial du GIEC, qui était défini dès les années 90, donc évaluer l'influence de la part anthropique d'émissions des gaz à effet de serre sur le changement climatique, son effet potentiel sur les sociétés et formuler des réponses stratégiques réalistes pour faire face aux effets de ce changement climatique. Pardon, la traduction en live n'est pas très fluide. Depuis sa création, le GIEC a remis 5 rapports d'expertise qui ont conduit à confirmer l'influence des gaz à effet de serre sur le changement climatique. Donc, Serge Planton nous l'a rappelé, on est passé d'une influence probable non quantifiée à une probabilité de 9,5 sur 10. On a également identifié un certain nombre de risques et le niveau de ces différents risques en fonction de différents degrés de réchauffement. Du point de vue de la réception d'expertise, je vais nuancer les propos qui ont été tenus juste avant. Effectivement, le nombre d'articles scientifiques niant la part anthropique du changement climatique est aujourd'hui négligeable, si on en croit les dernières reviews, donc par exemple Cook de 2013. Mais la prise de conscience des enjeux liés au changement climatique reste très variable selon les pays dans l'opinion publique. Les États-Unis et l'Europe voyant aujourd'hui le scepticisme progresser à grands pas. C'est ce que montrent les derniers travaux de review, notamment de Capstick et al. 2015. Je vous ai montré ici leur tableau où ils montrent bien donc, le changement de l'opinion qui considère le changement climatique comme une menace entre 2007-2008, donc avant la vague de climato-scepticisme, et 2010, on voit après cette vague, on voit donc des changements donc positifs ou négatifs, et on voit bien que c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre, donc on ne peut pas seulement réfléchir à l'échelle de la France ou à l'échelle des États-Unis. Donc pour ce qui est des limites
de l'expertise telles qu'elles sont discutées dans la littérature. Donc la première remarque à faire, c'est celle d'une organisation inchangée depuis 30 ans. Donc le GIEC a été mandaté en 88 et depuis, il s'est structuré en 3 groupes de travail qui sont organisés autour des piliers que l'on connaît dans l'évaluation des risques. Un premier pilier, l'analyse des causes, le pourquoi du réchauffement climatique ou du changement climatique. Ensuite, l'évaluation des effets et enfin la recherche de solutions. Donc ça correspond à ces 3 piliers, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement ces piliers-là reproduisent les frontières épistémologiques des disciplines traditionnelles. Donc j'entends par... c'est important, c'est-à-dire que elles reproduisent les frontières culturelles des disciplines scientifiques traditionnelles, avec d'un côté plutôt les sciences naturelles qui s'intéressent aux causes, et puis de l'autre les sciences humaines et sociales qui sont là pour traiter des effets, et enfin les sciences politiques ou économiques pour la question des stratégies de réponse. C'est important puisque ça ancre l'expertise dans une certaine logique et dans une certaine philosophie qui n'a pas évolué depuis la création du GIEC et qui peut être interrogée notamment dès lors qu'on s'intéresse à la question par exemple de la production, de la gestion des émissions en agriculture ou dans l'utilisation des sols. La question de l'interaction entre ces différents groupes est particulièrement clé. Les seules évolutions qu'on a vues, c'est l'introduction progressive de la question de l'adaptation, avec un changement pour la R2, une introduction de la question de l'adaptation et de l'atténuation dans le groupe 2, les dimensions sociales et économiques étant dédiées au groupe 3, et puis pour la R3, la R4, la R5, c'est ce que nous connaissons actuellement. On ne parle plus que d'atténuation du côté du groupe 3 et on a introduit la notion de vulnérabilité dans le groupe 2, ce qui correspond également à l'évolution des recherches sur la question des risques. Donc la problématique de l'adaptation a émergé discrètement dans les négociations, mais elle occupe aujourd'hui une place centrale jusqu'à induire une différence de taille du rapport du groupe 2 dans la R5, avec un rapport qui compte plus de 30 chapitres contre 15 chapitres pour le rapport du premier groupe et celui du troisième groupe, et une espèce de foisonnement de la réflexion et de l'expertise sur la question de l'adaptation. Et puis, elle ouvre l'expertise à une autre dimension, plus ancrée localement, c'est ce que nous rappelait Serge Planton. On ne peut pas penser l'adaptation, on peut la penser dans une certaine mesure à l'échelle globale, mais peu. Et il faut vraiment travailler à l'échelle des territoires pour pouvoir en faire quelque chose, ce qui vient questionner directement l'expertise telle qu'elle est menée actuellement. Donc les scénarios ont toujours joué un rôle central dans l'expertise GIEC. On a eu un changement important au passage à la R5. On est passé de scénarios qui étaient définis en faisant un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution de l'émission de gaz à effet de serre à une approche dans laquelle on définit des forçages radiatifs et où on va en déduire un certain nombre de trajectoires et à partir desquelles on va pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on peut atteindre ces trajectoires, avec quelles actions. C'est un changement qui a été important puisqu'il a permis de rendre plus autonomes les différents groupes de travail. Plus d'autonomie, c'est également moins d'interactions, donc la question peut se poser des interactions pluridisciplinaires au sein de l'expertise. Mais ça a permis de gagner du temps et de travailler en parallèle entre les groupes. Un point qui est souvent souligné dans la littérature, c'est le manque d'intégration précisément des disciplines scientifiques au sein de l'expertise. C'est lié à la structuration en 3 groupes de travail. Ça se traduit par une mauvaise appropriation des résultats de l'expertise au sein du monde académique. Quelques chiffres. Les sciences physiques comptent pour 95% des citations des rapports, contre 5% seulement dans les sciences sociales, dont 2% dans les sciences économiques et 2% en sociologie et en sciences politiques. Donc on voit bien que le groupe 1, les rapports du groupe 1 dominent l'appropriation de l'expertise dans le monde scientifique, ce qui est tout à fait important, notamment pour ce qui est de réfléchir aux modalités de l'expertise et à la manière dont elle s'organise. Les sciences humaines et sociales, de fait, sont globalement sous-représentées dans la composition du panel d'experts. Et comment pourrait-il en être autrement quand on voit justement les chiffres précédents? Un autre
Autre point, c'est le manque de représentativité géographique, donc nécessairement politique des experts, qui est souvent souligné, avec donc quelques chiffres. La moitié des experts sont issus de 5 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, l'Australie. 80% des experts sont issus de 21 pays parmi les 129 pays membres de l'UNFCCC. Donc on a un manque de représentativité géographique, donc politique, mais également, on peut l'imaginer, et on n'en parle jamais, un manque de représentativité sociale. Qui sont les experts, d'où sont-ils originaires, quelles sont leurs expériences du changement climatique dans leur pays, voilà, la question peut se poser aussi de cette manière-là. Autre question importante, la question des incertitudes. Le traitement des incertitudes dans les rapports est basé sur 2 indicateurs. Premier indicateur, la confiance accordée à la validité d'un résultat. C'est quelque chose qui s'évalue en fonction de 2 éléments, la concordance et le degré d'évidence de ces résultats. Donc cette échelle de confiance, les auteurs sont invités à donner un degré de confiance sur une échelle de confiance aux résultats qu'ils utilisent pour composer l'expertise. Autre mesure, les mesures quantitatives de l'incertitude qui sont exprimées sous forme de probabilité. Donc, c'est des mesures d'incertitude instrumentales, les mesures liées d'incertitude liées aux modélisations, et qui sont ensuite retraduites sur une échelle qualitative. Donc ces deux indicateurs sont traduits de manière qualitative et sont utilisés dans les rapports pour préciser à chaque fois la confiance et la probabilité d'un résultat. Ces indicateurs sont très utiles, mais il faut bien garder à l'esprit qu'ils recouvrent des réalités très différentes selon les thématiques abordées. Donc les indicateurs du groupe 1 ne sont pas tout à fait équivalents avec les indicateurs tels qu'ils sont utilisés dans le groupe 2 par exemple, ou dans le groupe 3, qu'ils ne sont pas faciles à appréhender par le grand public et même par les experts. Il y a des discussions et des débats sur le sens de ces indicateurs, car on a un processus de synthèse qui est réalisé entre les rapports scientifiques et les SPM notamment. Alors qu'est-ce qu'on fait des incertitudes dans ce cas-là? Est-ce qu'on les concatène? Est-ce qu'on les rassemble? C'est la question du traitement des incertitudes, est une longue question scientifique, et c'est pas du tout une question triviale. Donc ça pose un certain nombre de questions, avec notamment l'idéal de consensus qui sous-tend cette approche, c'est-à-dire qu'on imagine que l'on peut finalement, grâce à ces indicateurs, atteindre une description consensuelle de la validité d'un résultat ou d'un fait. Donc la question peut se poser. Notamment, donc il y a eu, pour donner un exemple sur cette question, n'ont pas été prises en compte dans la R5 la fonte de la calotte glaciaire dans l'Arctique Ouest pour des raisons liées au niveau d'incertitude des modélisations publiées, ce qui a conduit, selon certains auteurs, à une sous-estimation drastique du niveau de la mer possible en 2100. Et donc c'est quelque chose qui a été critiqué notamment par Oppenheimer et collaborateurs, qui ont montré que finalement cette décision de ne pas prendre en compte cette modélisation-là a des conséquences très importante sur les résultats d'expertise, mais a été prise à cause de cette approche consensuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les modélisations publiées ne remplissaient pas les critères de niveau d'incertitude, on les a exclus, alors qu'il y avait de nouveaux résultats qui étaient qui étaient récents mais pas encore publiés, et que ça a conduit à des effets pervers, alors que l'expertise, elle, va durer pour encore 5 ans. Donc voilà, donc cette question-là est importante. Ensuite, manque de réflexivité. Les observateurs soulignent un manque de réflexivité du processus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement l'expertise est organisée sur un modèle qu'on dit linéaire, descendant, avec d'un côté les scientifiques qui proposent une vérité scientifique entre guillemets, et les politiques qui vont ensuite en disposer et prendre des décisions. C'est un modèle qui est très classique en gestion des risques, mais qui est relativement naïf
eu égard au processus véridique de production des connaissances et au processus décisionnel. Évidemment, il y a un aller-retour entre cette dimension scientifique et cette dimension décisionnelle, ne serait-ce que parce que les scientifiques sont des animaux politiques, j'ai envie de dire, et qu'ils sont pris dans un contexte culturel donné. Et puis également parce que pour faire une expertise qui soit utile, qui soit utilisable, il faut nécessairement réfléchir à ce que va être la décision, dans quel contexte est-ce qu'elle va être prise. Sinon, on est complètement hors sol et on ne peut rien proposer d'utile. Évidemment, cette complexité qui est intrinsèque à tous les exercices d'expertise n'est pas mise en avant par le GIEC et elle a même été niée au début dans la communication du GIEC, ce qui a donné lieu, ce qui a prêté le flanc, disons, aux critiques, et ce qui a permis, notamment aux climato-sceptiques, de faire des critiques très, très faciles sur la manière dont était organisée l'expertise. Cette question est une question centrale et particulièrement difficile, cette question de la réflexivité. Je vous montre ici deux petites citations de deux auteurs, Edenhofer et Minks, qui ont publié en 2014 dans Nature, et qui soulignaient bien que le vrai défi pour le GIEC aujourd'hui, c'était d'être capable de conduire des évaluations tout en retravaillant cette interface entre d'un côté les faits et de l'autre côté les valeurs et les normes telles qu'elles sont définies politiquement, et en insistant sur le fait qu'il était possible de travailler à cette interface et qu'il fallait juste définir les bons outils pour le faire. Et ils vont jusqu'à conclure que finalement le GIEC doit faire un choix aujourd'hui. Soit il prend le risque de devenir de moins en moins pertinent politiquement en continuant à séparer de plus en plus la science de la question politique et en protégeant absolument l'expertise, sa légitimité, sa crédibilité derrière un mur de légitimité scientifique, soit il trouve une manière de pouvoir faire des évaluations qui sont plus proches du politique, ou en tout cas avec le politique. La question se pose notamment sur l'évaluation des émissions par les différents pays. Il y a eu tout un débat lors de la R5 et de l'acceptation du SPM du groupe 3 sur la manière dont on représentait les émissions au cours du temps en fonction des groupements de pays, parce que certains pays ne pouvaient pas accepter certaines représentations, imaginant des conséquences en termes de négociation par la suite. Donc la question se pose directement ici pour les experts, de savoir comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis de ces questions-là, et où est-ce qu'ils tranchent, où est-ce qu'ils mettent la barre. Est-ce qu'on peut aller vers une évaluation qui ne s'autorise pas de représenter certains groupements de pays alors qu'il s'agit d'exploiter finalement des données et de les exploiter dans tous les sens, de les représenter de différentes manières pour avoir une idée de la réalité qu'elles recouvrent. Est-ce que le GIEC se refuse ça, ou est-ce que le GIEC se l'autorise, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il met ça en place tout en respectant les enjeux de négociation politique. Voilà, donc maintenant j'arrive à la conclusion et à la discussion. Donc finalement, on a identifié avec ce travail différents points d'amélioration possibles. Donc, premier point d'amélioration possible, introduire davantage de réflexivité dans le processus d'expertise. Donc c'est un point qui n'est pas trivial du tout. Donc beaucoup ont proposé d'introduire davantage de sciences sociales, ce qui pourrait permettre d'avoir un retour critique sur l'élaboration même de l'expertise, sur la manière dont se négocient les faits scientifiques lors de l'élaboration des rapports. Développer une stratégie de communication qui permette d'expliciter les difficultés liées à l'exercice d'expertise, sachant qu'elles sont intrinsèques à cet exercice, et qui inclut une réflexion sur le traitement des incertitudes et sur la perception des indicateurs qui sont utilisés. Comment est-ce qu'on met en récit les résultats scientifiques et comment est-ce qu'ils vont être perçus par le public? Est-ce qu'on peut justement, dans cette mise en récit, avoir un retour critique sur les résultats, davantage que ce qui est fait aujourd'hui? Après, on a des rapports qui font déjà 1000 pages, donc comment est-ce qu'on se débrouille pour introduire cette réflexivité tout en conservant quelque chose d'accessible? C'est un énorme chantier, si on veut prendre les choses sérieusement.
Ensuite, deuxième point d'amélioration possible, veiller à une intégration d'une plus grande diversité de disciplines scientifiques. Donc pas seulement les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les sciences naturelles. On se rend compte lorsqu'on regarde on peut faire une analyse des co-citations, donc des liens entre les références qui sont utilisées dans les rapports du GIEC, et on se rend compte que les citations font toujours référence à des disciplines qui sont très connexes et qui sont très proches, mais qu'on n'a pas de référence à d'autres disciplines qui seraient assez un peu plus lointaines, mais qui pour autant pourraient contribuer à l'expertise de manière intéressante. Et puis l'intégration d'experts issus de tous les pays, y compris à des postes clés de l'expertise, donc principalement donc, les membres du bureau, mais également les postes de review editor et d'auteurs coordinateurs. Enfin, question centrale, développer une expertise utilisable à l'échelle des territoires. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? C'est ce qu'on va essayer de discuter cet après-midi. Et est-ce que c'est le rôle du GIEC de le faire ou pas? Est-ce que le GIEC devrait ouvrir l'expertise ou des segments de son expertise à d'autres acteurs, à de nouveaux acteurs, ce qui permettrait justement de territorialiser l'expertise? Et dans quel cadre? Est-ce qu'il devrait réaliser davantage de rapports spéciaux, plus focalisés sur des questions spécifiques, avec d'autres acteurs justement ou pas? C'est autant de questions qui se posent aujourd'hui. Et qui nous semble particulièrement importante d'adresser, parce que si le GIEC continue finalement à avoir une expertise telle qu'elle se développe actuellement, on peut s'interroger sur son adéquation avec les nouveaux enjeux qui émergent aujourd'hui. Voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long.